Les rails s'étendent sur près de 3 km dans la vallée de Guizhou, recouverts d'une fine couche de rouille orange qui contraste avec l'acier autrefois brillant. Des structures métalliques massives émergent du sol, comme les côtes d'un dinosaure technologique, figé dans le temps, témoin silencieux d'une ambition qui devait changer le monde. Les tunnels creusés à flanc de montagne restent béants, leurs entrées obscures avalant la lumière du jour, conduisant vers des profondeurs où personne ne circule plus. Au loin, des panneaux d'avertissement en mandarin se dressent devant des barrières cadenassées, protégeant un secret que peu osent encore évoquer. Les wagons prototypes reposent dans un hangar gigantesque dont les portes coulissantes ne se ferment plus complètement. Leur design futuriste rappelle celui d'une capsule spatiale plus que d'un train conventionnel, avec des surfaces lisses et des hublots panoramiques désormais opaques sous la poussière accumulée. Des câbles coupés pendent du plafond comme des lianes mécaniques, autrefois connectés à des systèmes de surveillance et de contrôle d'une sophistication inouïe. Les capteurs magnétiques installés le long des rails expérimentaux sont éteints depuis des années, leurs écrans LCD brisés ne reflétant plus que le vide d'un rêve abandonné. Les structures de test, ces portiques massifs équipés de caméras haute vitesse et de détecteurs de vibrations, montent la garde autour d'une piste qui ne verra plus jamais de prototype filer à vitesse supersonique. Les documents qui ont filtré en 2022, d'abord par des ingénieurs chinois anonymes, puis confirmés par des sources proches de Blue Origin, révèlent un nom qui n'aurait jamais dû apparaître dans ce contexte: Jeff Bezos. Le fondateur d'Amazon, obsédé par la conquête spatiale et la logistique planétaire, finançait secrètement depuis 2017 un système de transport terrestre qui devait redéfinir les limites du possible. Le concept unissait la lévitation magnétique des trains japonais, l'intelligence artificielle prédictive développée par les meilleurs laboratoires de Seattle et un réseau de tunnels souterrains qui permettrait de relier des mégapoles en contournant tous les obstacles géographiques. Ce n'était pas simplement un train rapide de plus, c'était une réinvention complète du déplacement humain à grande échelle. Pendant 4 ans, le projet avance à une vitesse qui surprend même les observateurs les plus optimistes. Les prototypes passent de simples maquettes en aluminium à des véhicules fonctionnels capables de sustentation magnétique sur plusieurs centaines de mètres. Des délégations d'investisseurs débarquent régulièrement sur le site, accompagnés de physiciens et d'urbanistes qui repartent éblouis par ce qu'ils viennent de voir. Les tests nocturnes illuminent la vallée de flashs bleutés quand les aimants supraconducteurs s'activent, créant un spectacle que les villageois locaux filment discrètement depuis les collines environnantes. Les rapports internes parlent de vitesses dépassant les 700 km/h lors des essais les plus réussis, avec une stabilité qui défie les lois de la physique conventionnelle. Et puis, sans aucune annonce officielle, sans communiqué de presse ni explication publique, tout s'arrête brutalement en 2021. Les équipes techniques reçoivent l'ordre de suspendre les opérations, les fonds cessent d'arriver, les portes du complexe se ferment définitivement. Pourquoi un projet qui avait déjà franchi tant d'obstacles techniques, qui disposait d'un financement apparemment illimité, qui attirait l'attention des plus grandes puissances économiques mondiales, s'est-il effondré avant même d'atteindre sa phase commerciale? Qu'est-ce qui a poussé Jeff Bezos, un homme connu pour sa vision à long terme et son obstination légendaire, à abandonner une technologie qui aurait pu générer des centaines de milliards de revenus? Les réponses à ces questions nous emmènent au cœur d'un enchevêtrement de tensions géopolitiques, de rivalités technologiques et de calculs stratégiques qui dépassent largement le cadre d'un simple projet d'infrastructure. Ce qui reste aujourd'hui dans cette vallée chinoise n'est pas seulement un ensemble de rails abandonnés, c'est le tombeau d'une ambition qui aurait pu redessiner la carte du transport mondial. Avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez en ce moment, parce que cette histoire concerne potentiellement votre ville, votre pays, votre façon de vous déplacer dans les décennies à venir. La version officielle de ce projet, celle que très peu de médias ont couverte à l'époque, commence en 2016 lors d'une rencontre discrète entre des représentants de Blue Origin et des ingénieurs ferroviaires chinois lors d'un symposium international sur les transports à Singapour. Jeff Bezos cherchait alors à diversifier ses investissements au-delà de l'aérospatiale et du commerce électronique, explorant des secteurs où la vitesse et l'efficacité logistique pouvaient créer des avantages compétitifs décisifs. La Chine, de son côté,
venait de terminer le déploiement du plus grand réseau de trains à grande vitesse au monde et cherchait la prochaine révolution technologique qui maintiendrait son avance dans ce domaine. Le choix de la Chine comme terrain d'expérimentation ne relevait pas du hasard, mais d'un calcul pragmatique implacable. Aucun autre pays au monde ne possédait simultanément la capacité de construction rapide, l'expertise en infrastructures ferroviaires, la volonté politique de soutenir des projets expérimentaux à grande échelle et surtout la possibilité de contourner les innombrables régulations environnementales et de sécurité qui auraient paralysé un tel projet aux États-Unis ou en Europe pendant des années. Bezos savait que pour tester une technologie aussi disruptive, il fallait un environnement où l'innovation primait sur la bureaucratie, où les délais se mesuraient en mois plutôt qu'en décennies. La Chine offrait également un marché domestique colossal avec des distances continentales, rendant le concept économiquement viable dès la première phase de déploiement. Le concept central du projet dépassait largement ce que les médias ont appelé à tort un simple hyperloop chinois. Il s'agissait d'un système hybride combinant 3 technologies de pointe dans une architecture jamais tentée auparavant. La lévitation magnétique, utilisant des supraconducteurs refroidis à l'azote liquide pour éliminer totalement la friction, un réseau de tunnels souterrains profilés aérodynamiquement pour minimiser la résistance de l'air même à des vitesses extrêmes, et surtout un système de guidage piloté par intelligence artificielle capable d'optimiser en temps réel les trajectoires et les vitesses en fonction de millions de variables simultanées. Les wagons eux-mêmes étaient conçus comme des capsules pressurisées, pouvant transporter jusqu'à 50 passagers dans un confort similaire à celui d'un jet privé, avec des systèmes de compensation inertielle qui annulaient les effets de l'accélération sur le corps humain. L'équipe technique internationale assemblée pour ce projet représentait le gratin de l'ingénierie mondiale. Des physiciens japonais spécialistes des aimants supraconducteurs, des ingénieurs allemands experts en aérodynamique des tunnels, des programmeurs américains de chez Amazon Web Services pour les systèmes de contrôle, et bien sûr, des ingénieurs chinois qui avaient révolutionné la construction ferroviaire au cours de la décennie précédente. Ensemble, ils sont parvenus en seulement 3 ans à construire des prototypes fonctionnels qui ont pulvérisé tous les records existants lors de tests confidentiels. Les vidéos internes qui ont fuité montrent des capsules glissant silencieusement au-dessus des rails, accélérant avec une fluidité presque surnaturelle, atteignant des vitesses que les trains conventionnels ne peuvent même pas imaginer. Les ingénieurs présents parlent encore aujourd'hui avec une émotion palpable de ces moments où ils ont réalisé qu'ils étaient en train de créer quelque chose qui n'existait que dans la science-fiction quelques années auparavant. Mais le rêve technologique s'est heurté à une réalité beaucoup plus sombre et complexe, celle des relations internationales, des rivalités stratégiques et des calculs de pouvoir qui régissent notre monde bien au-delà des laboratoires et des salles de conception. Ce qui suit est l'histoire de la manière dont un projet qui devait rapprocher les continents s'est retrouvé pris au piège des forces qui les séparent, comment une vision d'avenir radieuse s'est transformée en un champ de ruines technologiques, et pourquoi les wagons prototypes qui auraient dû transporter des millions de passagers reposent aujourd'hui immobiles dans un hangar perdu au milieu des montagnes chinoises. La jeunesse de ce projet remonte en réalité bien avant la rencontre de Singapour. Elle trouve ses racines dans une obsession personnelle de Jeff Bezos pour ce qu'il appelait en interne la résolution du dernier problème de friction terrestre, cette idée que malgré tous les progrès technologiques du XXIe siècle, nous nous déplacions encore sur Terre à peu près à la même vitesse qu'au milieu du XXe siècle, que les avions commerciaux volaient toujours à des vitesses subsoniques et que les trains les plus rapides atteignaient péniblement 400 km/h, des performances ridicules comparées aux vitesses spatiales qu'ils visaient avec Blue Origin, mais aussi frustrantes quand on considérait les possibilités théoriques offertes par la physique moderne. Bezos avait compris dès le début des années 2010 que celui qui résoudrait le transport terrestre ultra rapide contrôlerait non seulement un marché de plusieurs trillions de dollars, mais également l'architecture même de la civilisation humaine future, car les villes, les pays, les continents s'organisent fondamentalement autour de la vitesse à laquelle les personnes et les marchandises peuvent se déplacer. Il avait étudié l'histoire du chemin de fer au XIXe siècle, comment les trains avaient littéralement redessiné les États-Unis et l'Europe, créant des métropoles là où il n'y avait que des villages et déplaçant des centres de pouvoir économique en fonction des lignes ferroviaires. Il voulait reproduire cette transformation,
Mais à l'échelle globale et avec une magnitude 100 fois supérieure, son système ne devait pas simplement être plus rapide que les alternatives existantes. Il devait être suffisamment rapide pour rendre obsolète le concept même de distance géographique entre grandes villes. Imaginez pouvoir partir de Shanghai le matin, assister à une réunion à Pékin dans l'après-midi et rentrer dîner chez vous le soir sans avoir pris l'avion, sans avoir perdu de temps dans les aéroports, sans décalage horaire ni fatigue. C'était cette vision qui animait Bezos et qui l'a poussé à investir personnellement plus de 2 milliards de dollars dans ce projet au cours des 5 premières années. Des sommes qui n'apparaissaient dans aucun bilan public d'Amazon ou de Blue Origin, mais qui transitaient par un réseau complexe de holdings basés dans des paradis fiscaux et des fonds d'investissement technologique discrets. L'argent finançait non seulement la construction des installations expérimentales en Chine, mais également un programme de recherche fondamentale massif impliquant une douzaine d'universités réparties sur 3 continents. Des physiciens travaillaient sur des supraconducteurs à haute température critique qui pourraient fonctionner sans système de refroidissement aussi lourds et coûteux. Des mathématiciens développaient des algorithmes de routage capables de gérer des milliers de capsules circulant simultanément dans un réseau complexe de tunnels sans jamais risquer de collision. Des géologues étudiaient les meilleures techniques pour creuser des tunnels stables à grande profondeur dans différents types de terrains. Des médecins analysaient les effets physiologiques de décélération rapide sur le corps humain pour établir les limites de confort et de sécurité. Tout cela se déroulait dans un secret presque total, car Bezos avait tiré les leçons de l'échec médiatique d'Elon Musk avec son Hyperloop, dont les annonces prématurées avaient créé un battage qui avait finalement desservi le projet en générant des attentes irréalistes et en attirant l'attention de régulateurs et de critiques avant même que la technologie soit prête. Bezos voulait arriver sur le marché avec un produit fonctionnel, testé, certifié, prêt au déploiement commercial immédiat, pas avec des rendus d'artistes et des promesses vagues. Sa stratégie était de construire d'abord, d'annoncer ensuite, et cette approche a remarquablement bien fonctionné pendant les premières années du projet, quand presque personne en dehors du cercle restreint des participants ne savait que Jeff Bezos construisait un train révolutionnaire en Chine. Les partenariats qui se sont formés autour de ce projet constituaient un réseau fascinant de collaboration entre entités qui normalement ne travaillaient jamais ensemble. Côté chinois, il y avait évidemment la China Railway Corporation, qui apportait son expertise inégalée en construction ferroviaire rapide, mais aussi et surtout l'Académie chinoise des sciences, avec ses laboratoires de physique appliquée qui possédaient une avance significative sur le reste du monde en matière de matériaux magnétiques avancés. Des universités comme Tsinghua et Jiaotong mettaient à disposition leurs meilleurs doctorants et chercheurs qui voyaient là une opportunité unique de travailler sur un projet véritablement avant-gardiste avec des ressources quasi illimitées. Des entreprises privées chinoises spécialisées dans le forage de tunnels comme China Communications Construction Company participaient en fournissant leurs tunneladora les plus avancés. Ces machines colossales capables de creuser à travers la roche dure à des vitesses impressionnantes tout en stabilisant immédiatement les parois avec du béton projeté. Côté américain, au-delà de Blue Origin et de ses ingénieurs aérospatiaux, il y avait une participation discrète mais cruciale d'Amazon Web Services qui développait toute l'infrastructure cloud, nécessaire pour gérer les quantités astronomiques de données générées par les systèmes de contrôle et de surveillance. Des startups de la Silicon Valley, spécialisées en intelligence artificielle, travaillaient sur les algorithmes de prédiction et d'optimisation sans vraiment savoir pour quel projet final leur développement serait utilisé. Même la NASA avait indirectement contribué en partageant certaines recherches sur les effets de l'accélération sur le corps humain issus de ces programmes. Spatio, le site choisi pour les tests dans la province du Guizhou, n'était pas non plus le fruit du hasard. Cette région montagneuse relativement isolée offrait plusieurs avantages décisifs pour un projet de cette nature. D'abord, la possibilité de construire loin des regards indiscrets dans une zone où le gouvernement central chinois exerçait un contrôle total et pouvait facilement imposer le secret autour des opérations. Ensuite, la géographie montagneuse elle-même qui permettait de tester le système dans des conditions difficiles avec des tunnels traversant différents types de roches et des variations d'altitude importantes. Enfin, la présence à proximité de centrales hydroélectriques massives capables de fournir l'électricité considérable nécessaire pour alimenter les aimants supraconducteurs et tous les systèmes associés.
Le complexe construit sur place entre 2017 et 2019 était pharaonique, même selon les standards chinois habitués aux méga-projets. Il comprenait d'abord la piste de test principale longue de 15 km dont seulement 3 étaient en surface et le reste dans des tunnels creusés à flanc de montagne. Cette piste était équipée sur toute sa longueur de rails magnétiques, utilisant la dernière génération de supraconducteurs à haute température qui nécessitaient moins de refroidissement que les technologies précédentes. Des milliers de capteurs étaient installés tous les 10 mètres pour mesurer en temps réel les vibrations, les variations de champs magnétiques, les déplacements d'air, les contraintes structurelles et une centaine d'autres paramètres critiques. Le centre de contrôle ressemblait à celui d'un lancement spatial, avec des dizaines d'écrans affichant simultanément tous ces flux de données. Des ingénieurs surveillant en permanence chaque aspect du système pendant les tests, des caméras haute vitesse capables de capturer 10 000 images par seconde pour analyser le comportement de la capsule à vitesse maximale. Les hangars abritaient une flotte de 6 prototypes différents correspondant à différentes itérations du design. Le premier était essentiellement une plateforme roulante instrumentée pour tester les systèmes magnétiques de base. Le deuxième ajoutait une coque aérodynamique rudimentaire pour évaluer la résistance de l'air. Le troisième intégrait un compartiment pressurisé, capable d'accueillir des mannequins de test équipés de capteurs biométriques. Le quatrième était le premier, prototype véritablement fonctionnel avec des sièges pour passagers et des systèmes de survie complets. Le cinquième optimisait l'aérodynamique avec une forme encore plus profilée, inspirée des fuselages d'avions de chasse. Le sixième, qui ne sera jamais terminé, devait être le prototype de pré-production intégrant tous les enseignements des tests précédents. Les installations comprenaient également des laboratoires où les ingénieurs pouvaient fabriquer et tester de nouveaux matériaux, des ateliers, d'usinage capables de produire des pièces de précision sur place sans dépendre de fournisseurs externes, des dortoirs pour loger en permanence les centaines de personnes travaillant sur le site, même une petite centrale électrique de secours au cas où l'alimentation principale serait interrompue pendant un test critique. Les premiers essais ont commencé en juin 2018 et ont immédiatement révélé à la fois l'énorme potentiel du concept et les défis titanesques qui restaient à surmonter. Le prototype numéro 2 a réussi dès sa 3e tentative à atteindre la lévitation magnétique stable et à se déplacer sur plusieurs centaines de mètres et à basse vitesse, une réussite qui a provoqué des scènes de célébration dans le centre de contrôle car cela prouvait que les calculs théoriques se traduisaient bien en résultats pratiques. Mais quand les ingénieurs ont commencé à augmenter progressivement la vitesse, ils ont découvert un phénomène inquiétant que personne n'avait vraiment anticipé. Au-delà de 150 km/h, la capsule commençait à générer des oscillations latérales de plus en plus prononcées qui menaçaient de la faire sortir du rail magnétique. Les données montraient que le problème venait d'interactions complexes entre le champ magnétique, la coque métallique de la capsule et les courants d'air turbulents créés par le déplacement à haute vitesse. Il a fallu 6 mois de simulations intensives et de modifications du design pour résoudre ce problème en redessinant complètement la géométrie des aimants et en ajoutant des stabilisateurs actifs contrôlés par ordinateur qui ajustaient la force magnétique des milliers de fois par seconde pour compenser les oscillations. Une fois ce problème résolu, les progrès sont devenus spectaculaires. En mars 2019, le prototype numéro 3 a franchi la barre des 300 km/h. En juillet de la même année, il atteignait 500. En novembre, 600. 50 à chaque test réussi, les limites du possible reculaient et l'équipe gagnait en confiance. Les ingénieurs commençaient à parler sérieusement de dépasser les 1000 km/h, ce qui était la vitesse symbolique que Bezos avait fixée comme objectif ultime. Les délégations de visiteurs se multipliaient sur le site. Des représentants du gouvernement chinois venaient constater par eux-mêmes les avancées technologiques. Des investisseurs potentiels du Moyen-Orient et d'Asie, du Sud-Est manifestèrent leur intérêt pour déployer la technologie dans leur pays. Même des officiels européens, malgré leur scepticisme initial, reconnaissaient en privé que le projet avait dépassé le stade de la science-fiction pour devenir une réalité technologique crédible. Certains tests nocturnes sont restés gravés dans la mémoire de tous ceux qui y ont assisté. Quand les aimants supraconducteurs s'activaient à pleine puissance, ils créaient une lueur bleutée intense qui illuminait les tunnels et les rails d'une lumière presque surnaturelle quand la capsule passait à vitesse maximale.
Le déplacement d'air générait un grondement sourd qui faisait vibrer le sol à des kilomètres. Climax à la ronde, les villageois des montagnes environnantes ont commencé à raconter des histoires de dragons métalliques traversant les entrailles de la Terre. Certains filmaient avec leur téléphone ces flashs lumineux inexpliqués qui apparaissaient la nuit dans la vallée. Ces vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux chinois avant d'être rapidement supprimées par la censure, mais quelques-unes ont survécu et ont alimenté toutes sortes de théories conspirationnistes sur ce qui se passait vraiment dans cette vallée isolée. La vérité était à la fois plus simple et plus extraordinaire que n'importe quelle conspiration. Jeff Bezos et ses partenaires chinois étaient en train de construire le futur du transport terrestre, et ils y parvenaient de manière spectaculaire. En février 2020, le prototype numéro 4 a effectué son premier test avec des passagers humains à bord. 3 ingénieurs volontaires, dont un Américain et 2 Chinois, se sont sanglés dans les sièges spécialement conçus, et la capsule a effectué plusieurs passages à des vitesses croissantes, atteignant finalement 450 km/h. Les passagers ont rapporté une expérience étrangement calme et silencieuse. Malgré la vitesse phénoménale, les systèmes de compensation inertielle fonctionnaient remarquablement bien en réduisant les effets de l'accélération à un niveau à peine perceptible. C'était le moment que Bezos attendait depuis le début du projet. La preuve irréfutable que le concept n'était pas seulement techniquement viable, mais aussi humainement acceptable. Les plans pour la phase commerciale ont immédiatement été accélérés. Des études de marché ont été commandées pour identifier les routes les plus rentables en Chine d'abord, puis en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Des architectes ont commencé à dessiner des stations futuristes qui serviraient de hub pour le nouveau système de transport. Des négociations ont été lancées avec des constructeurs automobiles et aéronautiques pour produire en masse les capsules. Une fois le design finalisé, tout semblait indiquer que dans 5 à 10 ans, maximum, le système serait opérationnel sur au moins une ligne commerciale, pilote, reliant 2 mégapoles chinoises. Et puis le monde a basculé en mars 2020 avec l'arrivée de la pandémie de Covid qui a tout bouleversé, y compris ce projet. Les frontières se sont fermées brutalement, empêchant les ingénieurs américains et européens de retourner en Chine après leur congé. Les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées, retardant la livraison de composants critiques. Les priorités gouvernementales se sont recentrées sur la gestion de la crise sanitaire immédiate, laissant de côté les projets d'infrastructure à long terme. Mais la pandémie n'était que le début des problèmes, et elle n'était probablement pas la cause principale de l'effondrement du projet. Les vraies raisons étaient plus profondes et plus politiques. Les tensions entre les États-Unis et la Chine qui couvaient depuis des années se sont intensifiées dramatiquement en 2019 et 2020. La guerre commerciale initiée par l'administration Trump, puis poursuivie sous Biden, a créé un climat de méfiance et d'hostilité croissant entre les deux pays. Les technologies de pointe sont devenues un champ de bataille stratégique où chaque avancée de l'un était perçue comme une menace par l'autre. Les États-Unis ont commencé à imposer des restrictions de plus en plus sévères sur le transfert de technologies sensibles vers la Chine, particulièrement dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'aérospatiale et des semi-conducteurs. Les entreprises américaines travaillant avec des partenaires chinois se sont retrouvées sous surveillance accrue des agences de renseignement et des régulateurs. Des voix se sont élevées au Congrès américain pour dénoncer ce qu'elles percevaient comme un transfert irresponsable de savoir-faire technologique vers un concurrent stratégique. Jeff Bezos s'est retrouvé dans une position extrêmement inconfortable, tiraillé entre son projet chinois et la pression politique croissante aux États-Unis. Des rapports ont commencé à circuler dans les médias américains en 2020, suggérant que Bezos construisait une infrastructure de transport stratégique pour le gouvernement chinois potentiellement utilisable à des fins militaires. Ces accusations étaient largement exagérées et ignoraient la nature purement commerciale du projet, mais elles ont créé un climat politique toxique qui rendait de plus en plus difficile la poursuite de la collaboration. Amazon, qui dépendait fortement du marché de consommation américain et des contrats gouvernementaux, notamment avec le Pentagone, ne pouvait pas se permettre d'être perçu comme trop proche de la Chine. Les pressions sur Bezos pour qu'il se désengage du projet sont devenues intenses venant de toutes parts, y compris de l'intérieur même d'Amazon, où certains cadres dirigeants craignaient que l'association avec la Chine ne nuise à l'image de l'entreprise et n'attire l'attention hostile des régulateurs américains. Mais il y avait aussi des raisons purement économiques et techniques qui ont contribué à la décision d'abandonner le projet.
les coûts avaient explosé. Bien au-delà des estimations initiales, ce qui devait être un investissement de 3 milliards de dollars s'était transformé en un gouffre financier, dépassant les 8 milliards, avec des projections indiquant que le développement complet nécessiterait probablement 15 à 20 milliards supplémentaires avant qu'une seule ligne commerciale soit opérationnelle. Même pour quelqu'un de la richesse de Bezos, ces sommes commençaient à devenir problématiques, surtout dans un contexte où Amazon faisait face à ses propres défis avec l'intensification de la concurrence et la pression réglementaire anti-monopole. Les problèmes techniques n'étaient pas non plus complètement résolus malgré les succès spectaculaires des tests. Les ingénieurs se heurtaient à des défis persistants concernant la fiabilité à long terme des systèmes magnétiques. Les supraconducteurs avaient tendance à se dégrader plus rapidement que prévu, nécessitant des maintenances fréquentes et coûteuses. Les systèmes de refroidissement consommaient des quantités d'énergie phénoménales, rendant l'exploitation commerciale potentiellement non rentable au tarif de l'électricité actuelle. Il y avait aussi des préoccupations légitimes concernant la sécurité en cas d'urgence. Comment évacuer rapidement des centaines de passagers d'une capsule immobilisée au milieu d'un tunnel souterrain à plusieurs kilomètres de la sortie la plus proche? Les simulations d'accidents montraient des scénarios cauchemars ou un simple dysfonctionnement technique pouvait se transformer en catastrophe. Les régulateurs chinois eux-mêmes, malgré leur enthousiasme initial, commençaient à exiger des garanties de sécurité de plus en plus strictes qui auraient nécessité encore des années de tests supplémentaires. Un autre facteur crucial était la crainte croissante chez les Américains que toute la propriété intellectuelle développée pour le projet finisse par être copiée et exploitée par la Chine sans aucune compensation. Cette peur n'était pas totalement infondée, étant donné l'historique bien documenté d'appropriation technologique par des entreprises chinoises. Malgré tous les accords de confidentialité et de protection de la propriété intellectuelle signés au début du projet, les Américains savaient que ces protections étaient largement théoriques dans le contexte chinois. Ils voyaient déjà des indices inquiétants que certaines des innovations développées conjointement commençaient à apparaître dans des projets ferroviaires purement chinois sans aucune mention de la contribution américaine. Des brevets étaient déposés en Chine pour des technologies qui étaient clairement dérivées du travail effectué sur le projet, mais avec seulement des inventeurs chinois listés. Cette situation créait une frustration énorme chez les ingénieurs et investisseurs américains qui voyaient leur travail être essentiellement volé sans recours légal. Efficace, les derniers mois du projet en 2020 et début 2021 ont été marqués par une atmosphère de plus en plus tendue et démoralisante. Les tests se sont poursuivis, mais à un rythme ralenti, avec des financements qui arrivèrent de manière sporadique et insuffisante. Les meilleurs ingénieurs commençaient à partir, sachant que le projet était condamné. Les partenaires chinois, frustrés par l'attitude de plus en plus réticente du côté américain, ont commencé à développer leurs propres plans pour continuer sans Bezos. En mars 2021, lors d'une réunion confidentielle à Seattle, Jeff Bezos a finalement pris la décision formelle de se retirer complètement du projet. Il a ordonné le rapatriement de tout le personnel américain encore en Chine, la fermeture des canaux de financement, le transfert de tous les droits de propriété intellectuelle aux partenaires chinois, en échange d'une compensation financière dérisoire par rapport